Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milon, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Salut Thomas, comment vas-tu ? Salut, alors ça va très bien. Je suis très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Alors ce que je te propose sans plus attendre, c'est de te présenter, de nous dire qui tu es et ce que tu faisais aussi avant de rejoindre l'univers Web3. Alors, je m'appelle Thomas Kinani, je vis actuellement à Aix-en-Provence, même si je voyage beaucoup grâce à, comme on va le voir, à la situation des nouvelles technologies. À la base, j'étais juste graphiste en freelance, designer, musicien, plus artiste en fait, hein, et maintenant, je me suis spécialisé dans tout ce qui est NFT et multimédia. Ok, super. Alors est-ce que tu pourrais nous dire justement comment tu as fait cette bascule dans l'univers des NFT, depuis l'univers plus classique que tu mentionnais juste avant, voilà. Qui t'a ouvert à cet univers-là? Comment tu l'as découvert? Alors, un peu comme tout le monde, j'ai découvert grâce aux cryptos. Je m'intéresse à tous les nouveaux outils, les instruments. En fait, comme un plasticien, en fait, hein, moi, j'aime toujours toutes les disciplines. Et quand j'ai découvert un peu l'univers multimédia, en fait, c'est plutôt pendant le Covid. Hein, j'ai commencé une transition multimédia de ma carrière. Parce que j'ai profité du fait qu'en France, on se mette un peu à jour au niveau du télétravail. Donc j'ai décidé de me spécialiser dans quelque chose parce que j'avais un peu un côté touche à tout qui ne marchait pas avec mes clients. On voulait vraiment la spécialité. Et donc en me tournant vers des entreprises plus modernes, ben forcément, naturellement, je suis arrivé à des entreprises qui se tournaient vers la blockchain et la NFT. Du coup, tu disais que tu étais arrivé dans l'univers des NFT plutôt par le côté crypto au départ. Ça remonte à quand justement, je sais pas, ton premier investissement ou la première fois que tu as commencé à vraiment t'intéresser à des projets blockchain? Ça a été vraiment petit à petit, vraiment la crypto-monnaie depuis que j'étais tout jeune, j'ai entendu parler du Bitcoin, ça m'intéressait et petit à petit j'en entendais parler. Et comme j'ai dit, dès qu'il y a quelque chose un peu avec des nouvelles possibilités, euh, j'ai commencé à en voir les intérêts, j'ai commencé à avoir des gens autour de moi. Au début, il y avait le côté financier, puis après j'ai vu des vidéos qui expliquaient en gros le principe, quoi, la traçabilité, etc. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Ça a vraiment été petit à petit, quoi. Et après, tout ce qui est blockchain et NFT, c'est vraiment l'envie de faire quelque chose de nouveau et d'imaginer tout un tas d'utilisations. C'est entendu. Concrètement, comment tu as franchi le pas pour travailler sur un premier projet dans cet univers-là? Ça s'est passé comment? Alors, comme je disais, j'ai vraiment fait une transition multimédia sur ma carrière, notamment en me tournant vers l'UI design, design d'application. Et en fait, c'est vraiment les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, en fait, étaient plus jeunes, plus modernes. Et en fait, on m'a amené vers ça naturellement. Et moi, j'ai aimé, donc j'ai continué à aller vers ça. En fait, j'aurais pu à un moment décider. Et moi, j'ai foncé parce que ça m'a plu. D'accord. Alors, ce serait quoi le premier projet NFT sur lequel tu as travaillé? Alors, les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, ça tenait peut-être plus des travails de community manager. En fait, je faisais vraiment plutôt des graphiques pour les réseaux sociaux, pour les Discord. Vraiment, j'avais pas beaucoup de responsabilités, mais ça m'a fait quand même découvrir tout autour le travail qu'il y avait. Et au final, on m'a laissé, avec les gens avec qui j'ai travaillé, on m'a laissé de plus en plus de responsabilités, justement. Et, Tu pourrais nous citer justement quels étaient ces premiers projets et en quoi ils consistaient? alors, c'était des collections, tout simplement, assez différentes. En fait, j'ai eu des collections assez différentes. Euh, donc j'ai eu le Shiba Social Club, qui était donc voilà les projets un peu classiques, hein, comme on peut retrouver encore aujourd'hui, des collections avec la création d'une communauté. D'ailleurs, c'est là que j'ai compris que c'était pas juste des images. Moi, j'avais fait des NFT pendant le confinement. J'avais fait quelques NFT de mes trucs, mes
mes œuvres d'art perso, on va dire. D'accord. Et je me disais, ah, peut-être que quelqu'un va les acheter. Et là, en travaillant avec eux, j'ai compris que c'était beaucoup de marketing, beaucoup de communauté, etc. Et que, en fait, la valeur, il fallait l'ajouter nous-mêmes, que personne allait tomber dessus si on faisait rien. Alors, oui, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. En fait, pour moi, c'est un outil comme Facebook l'a été, comme beaucoup de choses l'ont été, et c'est peut-être pour ça aussi que de nos jours, surtout en France, ça n'a pas une très bonne image. C'est que effectivement, il y a un côté spéculatif où les gens brassent un peu du vent, etc. Et en fait, non, c'est un outil, donc en fait, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et plus je travaille là-dedans, plus je me rends compte qu'il y a des possibilités et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu me parlais aussi quand on préparait le podcast du fait que les NFT allaient changer le droit d'auteur. Qu'est-ce qui pour toi est révolutionnaire justement par rapport à ça grâce aux NFT? Alors, pour moi, c'est un peu paradoxal à l'image du coup de ce qui se passe en ce moment, que pas mal de gens brassent du vent. En même temps, moi, c'est ce que j'aime, c'est l'inverse, c'est ce côté de possession, de d'être traçable, d'avoir quelque chose, de pouvoir effectivement poster une œuvre d'art, ou même plus tard, ce sera peut-être plus insignifiant, mais toujours de savoir que c'est nous qui l'avons inventé. Moi, j'ai été musicien, j'ai eu beaucoup de problèmes de droit d'auteur alors que j'étais à une toute petite échelle, et je me rends compte que ça pourrait vraiment enlever tout ce genre de problèmes. Puis même pour tout ce qui est investissement dans du travail ou même des loisirs, moi, quand je parle de ça, souvent ça me fait penser que quand j'étais jeune et que je jouais aux jeux vidéo, je jouais toujours à Pokémon parce que c'était le seul jeu où on pouvait les importer dans les versions d'après. Parce que pour moi, quand on jouait à un jeu vidéo et qu'on avait fini, on n'avait rien gagné. Et là, il y a vraiment ce côté, on fait quelque chose et on va pouvoir peut-être le garder plus tard, en fait. Donc c'est c'est comment dire, c'est de l'investissement, en fait. Ok, donc au-delà du droit d'auteur, c'est aussi cette notion de propriété et le fait que finalement un NFT peut avoir plusieurs usages, que ce soit par exemple dans un jeu vidéo pour peut-être parler de ce qui est le plus facile à comprendre, le fait que finalement quand on achète un NFT, on achète, on va dire, un objet numérique qui peut avoir différentes représentations dans plusieurs jeux et toi c'est vraiment ça qui t'intéresse Ouais, particulièrement, quoi. ouais, tout à fait. À la fois protéger le travail des gens et aussi rentabiliser des choses qui avant ne l'étaient pas, des choses qui étaient faites gratuitement et qui méritaient peut-être plus que ça. Bien sûr. Tu nous parlais tout à l'heure du Shiba Social Club. Donc moi j'ai toujours l'image voilà des collections de NFT avec la variation des fois de sur plusieurs milliers d'exemplaires d'une même image. Shiba Social Club du coup c'était ça. Et si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous décrire en fait comment en tant que graphiste designer ça se passe justement, tu sais, toutes ces variations d'attributs, comment voilà concrètement le boulot qui doit être fait derrière pour arriver à ça, parce que c'est en principe assez bien réussi, mais voilà c'est quelque chose qui me questionne à chaque fois que je vois toutes ces collections. Alors, en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs cas de figure, hein. Moi, j'ai vraiment eu de la chance de travailler avec des projets sérieux qui avaient vraiment quelque chose à proposer, qui travaillaient avec des très bons artistes. Moi, par exemple, j'ai pas du tout travaillé la 3D hein, du Shiba Social Club. C'était des véritables artistes 3D, justement parce que des Shiba, ça a des poils et que les poils en 3D, c'est compliqué à faire. Donc, il faut un beau rendu. Après, effectivement, c'est pas le rendu final qui va compter. Ce qui va compter, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il y a autour, toutes les. C'est comme une marque en fait. Hein, c'est la valeur que ça va apporter, euh, le fait d'appartenir à une tribu et d'avoir le sien unique, et aussi le côté chance, hein, bien sûr, le côté. Il y a quand même un côté chance, partage. Qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce qu'on se l'échange? Et, et voilà, mais le but c'est que ça plaise, et le travail il y a des collections qui sont faites vraiment à l'arrache, vraiment il y a même peut-être pas une personne qui travaille dessus, tout est fait par ordinateur. Moi celle où j'ai travaillé, il y avait quand même le souci du détail quoi. D'accord. Tu saurais nous dire combien je sais pas combien de jours ou combien de mois de travail ça représente pour faire une collection comme le Shiba Social Club, et combien d'artistes et de designers étaient impliqués sur le projet?
Pour le lancement, en fait, Oui, effectivement, pour les gens qui connaissent pas, il y a plusieurs phases de lancement dans ce genre de collection. Souvent, qu'en fait, il y a les listes blanches, on s'inscrit. Ensuite, en fait, on peut acheter des NFT, mais on sait pas encore lequel on va avoir. Ensuite, il y a le reveal, etc. Et tout ça, donc, il y en a vraiment pour 2 mois, 3 mois de travail, quoi. Et après, c'est pas fini. Enfin, moi, à ce moment-là, c'était ma première collection, donc mon travail était fini, mais ça a continué encore derrière et ça continue encore aujourd'hui. Et là, ça fait presque un an, hein. oui, bien sûr, oui. Si le Toi, projet selon tu. marche, bien sûr. J'ai aussi fait des projets qui n'ont pas marché pour plusieurs erreurs. C'est un peu du A/B testing aussi, hein. Il y a des projets, il y a eu des erreurs qui ont été faites et des erreurs de marketing et il a fallu en payer le prix et recommencer en fait, hein. D'accord, tu saurais nous partager justement une ou deux de ces erreurs pour ceux qui nous écoutent et qui ont aussi dans la tête de lancer un projet NFT. C'est quoi pour Euh, toi les grosses erreurs qui ont fait que ces projets-là n'ont pas marché, sans les citer bien entendu, mais Non, non, bien sûr. En fait, il y a eu des erreurs. C'est des erreurs toutes bêtes, hein, par exemple, d'en donner au début. En fait, il y en a qui ont été donnés au début, mais en fait, les personnes, au lieu de croire au projet et de lui donner de la valeur, dès que ça a été possible, ils l'ont revendu. Donc, ils auraient pu se faire peut-être dans les 10 000 € et appartenir à un bon projet. Et en fait, ils ont préféré se faire 200 € et se dire ça y est, c'est bénef, quoi. Et donc, en fait, ça fait plonger tout le projet pour ça. ok, donc c'est ouais des questions liées à la stratégie effectivement de Ouais. whitelisting aussi, de combien on va potentiellement ouvrir de whitelist, Oui, combien de de NFT confiance on va beaucoup, donner hein. à des sponsors du projet, tout ça. Ouais, c'est de souder la communauté, de confiance, parce qu'en fait, dans tous ces projets-là, c'est ça, hein, c'est une question de confiance. Si tout le monde se fait confiance, ça marche, surtout au début, et ça donne l'opportunité au projet de prouver qu'il y avait quelque chose derrière. Et si ça marche, si les gens ne se font pas confiance, on ne laisse pas le projet prouver ce qu'il avait derrière. Bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer au quotidien dans justement ce travail dans le Web3, dans les collections NFT? C'est les possibilités, moi, sans fin, de découvrir chaque jour des nouveaux usages, de voir des personnes qui tous les jours, je regarde et je vois, ah, ils ont eu cette idée-là, trop bien. Ah, ce festival, il met son ticket à vie en NFT, tout ça, le fait que moi, je viens d'une génération où au début on n'avait pas trop Internet, puis après on a eu Internet et on a été choqué par le côté, ah, mais en fait, toutes les blagues que je fais, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Ah, j'apprends la guitare, mais en fait, il y a quelqu'un qui a 5 ans à l'autre bout de la terre et qui en joue beaucoup mieux que moi. Et moi, ma génération, on a eu un peu ce truc de, il y a plus rien à découvrir, plus rien à faire, tout a déjà été fait. Et là, vraiment, c'est un renouveau, quoi. C'est un peu la ruée vers l'or. On est des explorateurs et tout reste à découvrir, à inventer, quoi. Ok, très intéressant. Et tu dirais que c'est quoi qui change le plus entre ton métier, on va dire, dans le Web 2 et ton métier maintenant dans le Web 3? C'est un peu lié à ça. C'est le fait qu'il y ait pas de règles prédéfinies, qu'il y ait personne qui peut se sentir plus légitime, donner des leçons ou forcément attendre que tout soit pareil. C'est c'est cette liberté, quoi. En fait, on est tous au même niveau, en fait. Et à la fois, on a tous une chance de faire notre nid, on va dire, de proposer nos nouvelles idées. Et en plus, on n'a pas affaire avec des gens qui ont des idées arrêtées et qui vont nous dire non, ça se fait pas. Parce que quand on est graphiste, malheureusement, on nous dit souvent on veut faire comme les autres, même si c'est pas bon, quoi. Donc pour toi, ça ouvre davantage de perspectives aux créateurs que le Web 2, quoi. Oui, oui, totalement, totalement. Mhm. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de bosser dans cet univers-là, peut-être dans le même métier que toi ou dans un autre métier plus globalement? Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais, quelqu'un qui dit tiens, j'aimerais bien rentrer dans ce secteur-là, mais je sais pas trop quoi faire. Ce serait quoi tes deux ou trois conseils? Bon, moi déjà tout même des amis, hein, même en ce qui concerne la crypto, etc. Les premiers conseils, c'est de pas commencer seul. C'est pas comme graphiste où il suffit de regarder des vidéos, etc. Il faut connaître des gens, il faut rencontrer euh, des gens sérieux. Et
et il faut pas vouloir devenir milliardaire sans effort du jour au lendemain. Ça, c'était il y a 10 ans. Ça, c'est plus possible. Il y a beaucoup d'autres possibilités très cool, très alléchantes. Vraiment, il y a possibilité de faire des choses bien. Il faut oublier tout ce qui est Ponzi, système pyramidaux, etc. Ça, c'est un balbutiement logique du fait que c'est un outil et que les gens veulent l'exploiter. Mais il faut pas compter sur la chance. En fait, il faut trouver des projets solides, des personnes dignes de confiance et faire des choses bien. En fait, c'est tout. Quand tu dis qu'il faut rencontrer du monde, appartenir à des communautés, est-ce que tu as des événements ou des communautés que tu recommandes particulièrement justement pour mieux rentrer dans cet univers? Oh, il y a Discord qui est beaucoup présent dans le monde du NFT, qui est, au final, enfin, moi en tout cas dans mon travail avant, j'utilisais pas Discord. Pour moi, c'était vraiment les jeux vidéo, et j'ai découvert que vraiment la plupart des communautés NFT donc sont sur des Discord. Après, il faut faire attention, il faut peut-être pas rencontrer une communauté pour une collection, par exemple, parce que eux, pareil, hein, ils sont là pour faire de l'argent et ils sont toujours. Je pense qu'il faut rencontrer des gens comme on peut, et des gens même des amis, hein, mais qui ont un an d'avance peut-être, qui ont déjà fait de la crypto, par exemple, un an avant, et qui ont fait des erreurs qu'il faut pas faire au début, hein, que ça soit pour les cryptos ou pour les projets. Hein. Faut pas penser que c'est facile, mais il faut aussi réaliser qu'il y a beaucoup de possibilités, c'est tout. C'est ni mal ni bien, en fait. Tu parlais d'erreurs, de ton côté, est-ce qu'il y a, je sais pas, une erreur qui t'a marqué, que tu as pu faire et tu dis ça me servira bien de leçon ou peut-être, je sais pas, une erreur que quelqu'un t'a apprise et que du coup tu ne recommenceras pas toi-même? Non, rien de très grave. Disons que euh, comme j'ai dit, moi j'en ai fait des NFT. Il y a quelque chose qu'il faut connaître, c'est les frais de gaz, en fait. C'est qu'on doit payer pour créer un NFT. Et ça dépend de l'heure, etc. Donc en fait, moi, des œuvres d'art, j'ai payé 80 € en tout pour mettre un de mes tableaux en NFT, mais en fait, ça servait à rien, quoi. C'est pas très grave, mais en gros, j'ai juste perdu 80 €, quoi. Ça a servi à rien, quoi. Il faut comprendre comment ça marche, c'est tout. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, effectivement, quand on mint une œuvre d'art numérique, c'est-à-dire qu'elle est inscrite sur la blockchain et ce qui permet aussi de l'authentifier, on paye donc des frais de gaz en fait qui sont bah Mhm. voilà les frais qui viennent rémunérer les personnes qui enregistrent les transactions sur la blockchain. Et toi, ce que tu dis en fait, c'est que juste minter une œuvre d'art comme ça entre guillemets tout seul dans son coin, ça a peu d'intérêt parce que finalement tous les projets NFT sont communautaires, ont une roadmap et juste faire Mhm. ça dans son coin, ça C'est a peu ça. d'intérêt sinon de perdre quelques 0,01 ETH ou enfin C'est voilà, ça, c'est c'est ça. J'ai beaucoup d'amis artistes qui arrivent et qui me disent aide-moi à mettre ma collection en NFT, et je leur dis non, c'est pas si simple. C'est un peu comme imprimer ces tableaux, hein. Ça coûte cher, mais si on sait pas quoi en faire après, on a juste des beaux tableaux. Et, c'est effectivement oui, c'est une démarche globale, monter un projet NFT et c'est pas juste minter on va c'est dire ça. quelques œuvres numériques, même si elles sont très belles sur la blockchain quoi. C'est ça, c'est ça. Personne va tomber dessus. Faut garder ça en tête. S'il y a rien comme un peu une vidéo YouTube, en fait, hein. Effectivement, c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Et finalement, l'erreur que tu nous partages, je pense que voilà, elle sera C'est pas intéressante. une très grosse erreur après, hein. Je veux dire, l'erreur, c'est plutôt dans les cryptos, c'est ne pas dépenser d'argent qu'on ne peut pas perdre, etc. C'est c'est dans les cryptos qu'il faut faire attention, et aussi il faut bien sûr un conseil, c'est faire attention aux scams. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques en ce moment. Ça c'est sûr. Notamment sur les groupes Discord, il y a des messages privés avec le même logo de la collection qui viennent, cliquez là, etc. Ça, il faut faire attention, bien sûr. Effectivement, ouais, c'est important de repartager ces conseils, c'est les basics, mais ouais, Ouais. ne jamais répondre quand on vous sollicite en message privé sur Discord, tout de suite bloquer, signaler sans spam. Ah ouais, ouais, j'ai failli me faire avoir par un projet dans lequel je travaillais, en fait, moi. Hmm. Vraiment, j'étais dans le Discord. Pourtant, c'est moi qui faisais les trucs, et en fait, ils ont repris un de mes graphiques, ils ont changé un truc avec la même police. Enfin, j'étais là, je me dis mais j'ai pas fait ça, moi.
non, non, il y a, il y a des gens très motivés. Ouais, effectivement. Bon, après, le dernier cas en date qu'on a eu là en début de semaine, c'est malheureusement le compte Instagram de la collection Bored Ape qui a été hacké et Mm. un certain nombre de détenteurs de Bored Ape ont Ouais. exécuté voilà un contrat qui fait que voilà ils ont perdu leur NFT Bored Ape quand on sait que ça vaut plus de 100 Ethers. Voilà, Ouais, même des gens qui a priori sont plutôt expérimentés peuvent se faire avoir aussi. Donc, faut vraiment être très très vigilant. Et quand on n'est pas sûr, à la limite, on fait pas ou on n'exécute pas une Mhm. transaction, quoi. Ouais, mais il y a aussi Axie Infinity qui ont été pour une erreur assez bête, pareil, qui est un jeu Mm. play to earn et effectivement c'est. Mais en plus, il faut juste y réfléchir à deux fois parce que quand on regarde, c'est vraiment des fautes d'inattention quoi. Mais sinon, faut toujours cliquer sur des liens officiels, etc. Mais ça c'est la base dans tout, hein. Exactement, exactement. Ouais, quand on tape le nom d'un projet dans Google, en principe, les liens sponsorisés, il ne faut surtout pas y aller parce que les projets sérieux n'ont pas besoin de sponsoriser C'est leur ça, projet pour apparaître en premier résultat sur Google. c'est ça. Tu dirais que c'est qui t'inspire aujourd'hui le plus dans ce secteur NFT? Alors, moi, ce qui m'a inspiré le plus au tout début, c'est la NBA avec leur carte d'action parce que ça représentait exactement ce que j'imaginais quand quand on explique à tout le monde, oui, mais ça sert à quoi d'avoir une image si tu peux la télécharger et qu'on dit oui, bah c'est comme la Joconde, etc. Je me suis dit c'est ça qui va arriver. Et la NBA qui vend des actions de match, je me suis dit eux c'est des génies et ils font le futur. Et globalement, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, justement, là, ils ont fait un jeu vidéo Galaxy Fight Club. Je trouve ça super parce que c'est un jeu vidéo dans lequel nos NFT peuvent combattre ensemble. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'ils ont mélangé plusieurs collections, dont les Bored Ape. D'accord. Alors du coup, ça répond, je pense aussi à ma question suivante, qui était quel est ton projet coup de cœur du moment? Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce qu'il y en a un autre? Il y a déjà mon projet. Moi, je suis en train de monter un projet. Donc, c'est un coup de D'accord. cœur forcément, vu que c'est Bien sûr. Alors, dis-nous vu en que plus, dis-nous en plus. alors c'est très simple, hein, c'est lié au parrainage d'animaux en fait. C'est-à-dire j'essaye de monter un projet où le NFT en fait, dans les NFT il y a ce qu'on appelle les royalties, c'est-à-dire que logiquement ce qui se fait aujourd'hui c'est 10%. Donc à chaque fois qu'une transaction est faite, 10% reviennent au créateur. Et moi j'aimerais créer donc du parrainage d'animal où chaque animal est par rapport à un NFT et donc augmenter ses frais de royalty, mais qui iront directement à des animaux liés peut-être aux eaux de Paris. Je suis en train de discuter avec eux, etc. D'accord. Alors du coup, ce serait quand tu parles de parrainage d'animal, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu mettais En derrière. gros, ça serait une collection, comme une collection classique de NFT, avec D'accord. chaque carte serait un animal. Et en fait, donc moi, j'achète le NFT et en fait, les sous de ce NFT les royalties vont à l'animal dans la vie réelle, en fait. D'accord. Donc Et ce serait utilisé pour s'occuper de lui, c'est ça, pour le oui, nourrir, pour le soigner? pour le système de parrainage d'animaux existe déjà en fait, hein, ce qu'ils appellent mécénat dans les zoos. C'est voilà, ça crée un petit club. En plus, il y a quand même cette fonction club de recevoir des news de l'animal qu'on parraine, etc. Puis d'après, bien sûr, selon le projet, peut-être du merch, etc. Hyper, hyper intéressant. Du coup, tu as un site, tu as, je sais pas, une communauté Non, Discord déjà qui existe ou c'est encore non. C'est en dans les pourparlers en balbutiements? fait. C'est là la grande question, c'est est-ce que je travaille en faisant une grosse plateforme qui peut travailler avec plusieurs établissements ou est-ce que je m'associe à un seul établissement pour commencer? Et donc là, j'ai entamé quelques discussions avec les autres paris qui sont plutôt intéressés. Voilà. Excellent. Bah écoute, on espère que ça va bien avancer et Ouais. tiens-nous au courant en tout cas de ton Mhm. projet. Ouais. Et je travaille aussi sur un projet qui est intéressant qui s'appelle Plush et qui sera un film d'animation français avec des grandes têtes du cinéma, hein. Il y a Gérard Darmon, Kev Adams qui font les voix, etc. Et en fait, il sera produit par les détenteurs des NFT, en fait. Donc ça, c'est Ok. une nouveauté française.
Et ça risque d'être intéressant parce qu'en France, on est encore un peu en retard. Ok, donc ouais, avec un système de DAO, effectivement, où les détenteurs du NFT auront aussi, j'imagine, un accès spécial à des événements ou Ah, ils pourront seront coproducteurs carrément, hein. coproducteurs carrément. Ok, Ah oui, oui. Ouais. Donc c'est ça c'est encore quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ça me passionne. Ce qui me passionne aussi, c'est de voir comment ça va se passer en France, parce que il y a toute une éducation à faire, on va dire, hein, du public. Et, ça risque d'être super intéressant. excellent, excellent. Ça me mène à la dernière question du coup de cette interview. Tu penses que tu seras où dans 10 ans? Alors, ça dépend un peu des législations et de la loi, je pense. Sinon, si ça change pas à Malte ou à Dubaï, D'accord. mais parce qu'honnêtement, je pense que il y a pareil, hein, j'attends quand même que ça évolue de ce côté-là aussi, parce que sinon il va y avoir trop de problèmes. Il y a avec tous les frais de la blockchain, même qui risquent de baisser quand même. Là, au niveau des taxes, etc., ça va pas dans la bonne direction. Et plus sérieusement, bah, j'espère arriver à faire un projet, comme je dis, qui est à la fois révolutionnaire, mais surtout utile, qui arriverait à s'inscrire à la fois dans la vie réelle. Je suis pas totalement pour tout ce qui est métaverse total, moi. Je suis plus pour se servir de des NFT dans la vraie vie et lier les deux en fait. D'accord. Ok. Oui, on l'a bien senti pendant l'interview, ce côté justement ouais, de propriété, de redonner aussi le pouvoir à l'artiste, d'impliquer les gens dans des actions, etc. C'est quelque Ouais. chose qui te tenait particulièrement à cœur, Mhm. davantage effectivement que la partie métaverse. C'est ça, ouais. Mhm. Très bien. Bah écoute, c'est honnête de le dire en tout cas et de pas dire que parce que voilà forcément on aime le Web 3, on est forcément à fond aussi dans le métaverse. Enfin les deux sont différents d'ailleurs et peut-être qu'il faudra qu'on fasse un épisode dédié à ça Mhm. parce que c'est Ouais, intéressant ouais. de bien faire la distinction Je entre les deux. Non, non, je pense que effectivement je pense que tout est possible et tout le monde peut y trouver son bonheur, je pense. Donc, Bien entendu en tout cas, oui, je pense que c'est la philosophie. ouais. Ben, il me reste à te remercier Thomas, c'était Bah, super merci de passer aussi. ces Mhm. 28 minutes et un peu plus ensemble. J'espère en tout cas que voilà, tu as passé un bon moment et que bah voilà, Ouais, tes super. conseils, ton parcours et aussi ta manière de voir cet univers-là permettront à ceux qui nous écoutent de réussir à y voir plus clair et de décider, je l'espère peut-être, de rejoindre cet Ouais. univers riche et qui n'en est qu'à ses débuts. Mhm. J'espère, oui. J'espère que les gens vont prendre le temps de voir les bons côtés, malgré ceux qu'on peut voir dans les médias. On voit toujours les plus mauvais côtés, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et j'espère que voilà, j'espère avoir donné envie aux gens de s'y intéresser et peut-être de prendre part à des projets, pas forcément de monter les leurs, mais de prendre part à des projets qui pourront aller quelque part et rendre le monde meilleur. Super, et peut-être même juste mettre un pied au début, et peut-être qu'après ils mettront les deux pieds Ouais. et ils iront Mhm. ensuite tout entier, mais des fois mettre un premier pied dedans, c'est une bonne manière aussi de commencer à appréhender cet univers. Ouais. Merci beaucoup Thomas, à très Merci vite et aussi. bonne chance pour tes projets, salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.